Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point divagation en philosophie, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le thème qui m'intéresse ici, c'est la citoyenneté pour penser l'État, la politique et la société. Nous sommes dans un champ politique. Attention, la politique, ce n'est pas une politique. Une politique, c'est une idéologie qui sert un système qui est lié à plusieurs corps sociaux. Marx et Engels sont deux personnages qui auront pensé les problèmes politiques, notamment dans le manifeste du Parti communiste. Je vous en lis un extrait. L'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres d'un corps de métier et compagnons. Bref, oppresseurs et opprimés ont été en opposition constante. Ils ont mené une lutte ininterrompue, tantôt cachée, tantôt ouverte, lutte qui chaque fois s'est terminée par une transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par la ruine commune des classes en lutte. Aux époques antérieures de l'histoire, nous trouvons presque partout une organisation de la société en ordres divers, une hiérarchie complexe des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous avons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs féodaux, des vassaux, des maîtres de corps de métier, des compagnons, des serfs et en outre, dans presque chacune de ces classes à leur tour, des hiérarchies particulières. La société bourgeoise moderne, issue de la ruine de la société féodale, n'a pas aboli les oppositions de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes des classes nouvelles, des conditions d'oppression nouvelles, de nouvelles formes de lutte. Notre époque, l'époque de la bourgeoisie, a cependant pour signe distinctif qu'elle a simplifié les oppositions de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux grands camps hostiles, en deux grandes classes qui se font directement face, la bourgeoisie et le prolétariat. Dans cet extrait, les auteurs vont penser l'opposition entre deux catégories de citoyens, et on va en déduire l'idée de lutte des classes. C'est l'idée que certains citoyens seraient mieux citoyens que d'autres. Dans le texte, il est question de la lutte entre les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois sont au pouvoir, ils détiennent les moyens de production et le capital, c'est-à-dire un ensemble de richesses tant matérielles qu'intellectuelles. Ils seraient responsables d'une oppression, c'est-à-dire d'une limitation des droits des autres classes, ici de la classe des prolétaires. Les prolétaires, eux, ont la force de travail qu'ils proposent aux bourgeois contre de la rémunération. En politique, nous voyons donc qu'il y a des enjeux de pouvoir. Ces enjeux de pouvoir sont liés à des intérêts conflictuels. Nous voyons qu'entre la bourgeoisie et le prolétariat, ces intérêts sont plutôt économiques. Attention, un régime économique, ce n'est pas un régime politique. Le terme économie se forme autour du grec oikos. Oikos, c'est le foyer, c'est le lieu de la gestion des intérêts et des ressources. Il en existe deux principales formes. Nous connaissons donc le capitalisme et le communisme. Le capitalisme repose sur l'ensemble des ressources disponibles. Et son but, c'est la conservation et l'accumulation de ce capital. Cela se fait par la production et par la mise en concurrence des différents producteurs. Le communisme, c'est l'abolition, à minima, de la propriété des moyens de production. Son but, c'est la redistribution de ces moyens de production et de la production à l'ensemble de la communauté selon ses besoins. Le communisme peut être résumé depuis l'Antiquité sous l'idée « tout est commun entre amis ». C'est une phrase qui nous vient de Pythagore.
l'un des premiers philosophos, qui était aussi un chef religieux et un chef politique. Mais attention, il n'était pas communiste au sens moderne. Tout est commun entre amis résume la situation du citoyen au sein d'un État, statut de citoyen qui ne peut donc pas être pensé avec la notion de concurrence. Il y a une pensée de la communauté. Cette communauté, c'est ce qu'est un État. Et là, nous avons une pensée de ce qu'est la politique. Politique vient des deux mots grecs polis et techné. Polis qui signifie cité et techné, technique. La politique, c'est l'administration ou la gestion de la cité. Administrer, par définition, c'est avoir du pouvoir et les différentes méthodes d'administration s'appellent des régimes politiques. Ainsi, le citoyen, c'est l'habitant de la cité. Il a trois sens. Donc le membre d'un État, avec des droits et des devoirs. Citoyen était aussi un titre sous le régime révolutionnaire, comme nous aujourd'hui nous avons monsieur, madame, maître, professeur, docteur, etc. Et citoyen, c'est aussi ce qui est relatif à la citoyenneté en tant que qualité. Il y a donc différents contextes. C'est relatif. Tel individu va faire preuve de civisme et donc avoir commis un acte citoyen. Mais quelle est la valeur de la citoyenneté au sein d'un État et de la société? Grand 1. Comment penser la citoyenneté? Grand A. Citoyenneté et État. Quand on parle de citoyenneté, il y a nécessairement un État qui est soit une démocratie, soit une république. Attention, une république peut être une démocratie, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. La démocratie signifie simplement que la population intervient dans un processus de décision. L'État, c'est l'ensemble des pouvoirs d'une autorité au sein d'un pays sur un groupe de citoyens pour faire prévaloir l'intérêt général. Cette notion d'intérêt général sera pensée par Rousseau, un philosophe genevois né en 1712 et mort en 1778. Il aura écrit Le contrat social, dont je vais vous lire un extrait. Il n'y a qu'une seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime. C'est le pacte social. Car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire, tout homme étant né libre et maître de lui-même. Nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Décider que le fils d'un esclave n'est esclave, c'est décider qu'il ne naît pas homme. Si donc, lors du pacte social, il s'y trouve des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat, elle empêche seulement qu'il n'y soit compris. Ce sont des étrangers parmi les citoyens. Quand l'État est institué, le consentement est dans la résidence. Habiter le territoire, c'est se soumettre à la souveraineté. Or, ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours les autres. C'est une suite du contrat même. Mais on demande comment un homme peut être libre et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils n'ont pas consenti? Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une. La volonté constante de tous les membres de l'État est la volonté générale. C'est par elle qu'ils sont citoyens libres. Quand on propose une loi dans l'Assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Chacun, en donnant son suffrage, dit son avis là-dessus. Et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu. C'est alors que je n'aurais pas été libre. Ainsi, il existerait une seule loi qui, par sa nature, c'est-à-dire de façon nécessaire, demande un consentement unanime, c'est-à-dire l'adhésion volontaire de tout le monde. Cette loi serait le pacte social. C'est l'accord de l'association civile de manière volontaire dans l'intérêt commun. Association vient de socius, qui a donné aussi le terme société. Socius veut dire allié ou associé. Ce sont des membres solidaires d'un groupe qui ont pour but de s'entraider. Cette loi ou ce pacte social, c'est une démarche volontaire et tout homme naît libre et maître de lui-même. C'est-à-dire que chaque homme est maître de sa personne et de sa pensée. Personne ne peut l'assujettir sans consentement. C'est le sens de la phrase « Décider que le fils d'un esclave n'est esclave, c'est décider qu'il ne naît pas homme ». L'homme est libre par nature. Si des hommes vont s'opposer au pacte social, cela ne va pas invalider ce contrat.
qu'il soit écrit ou tacite. Cela fait juste que ces hommes, que ces opposants, ne soient pas compris dans le contrat. Ils sont alors des étrangers parmi les citoyens, puisque être citoyen, c'est adhérer au pacte. L'État est institué. Cela signifie qu'il y a des institutions qui permettent l'administration et qu'il y a des frontières. Le consentement, pour Rousseau, c'est la résidence, c'est-à-dire habiter le territoire, et donc se soumettre à la souveraineté de l'État. La souveraineté, c'est le pouvoir de décision absolu de la part d'une autorité. On voit donc qu'il y a des institutions auxquelles nous nous soumettons et que nous habitons dans un lieu qui a des frontières. Mais pour Rousseau, c'est une forme primitive du contrat. Il va intégrer un autre élément à la notion même d'État, c'est la démocratie. Le fait que la voix du plus grand nombre va obliger les autres. L'auteur va se poser une question. Comment un homme peut être libre et soumis à des volontés autres que les siennes? Il s'agit ici d'un procédé rhétorique. Rousseau va dire que la question est mal posée et il ne va même pas y répondre. Il va insister sur le fait que le citoyen consent aux lois, même celles qui sont passées malgré lui, et même celles qui le sanctionnent s'il désobéit. En cela, c'est une obligation. On peut désobéir, mais dans ce cas, on va accepter les conséquences. La volonté constante, c'est-à-dire la voix des citoyens, s'appelle la volonté générale. Et cette volonté générale va être créatrice de liberté, puisque ce sont les citoyens qui vont choisir la politique et qui vont choisir les lois. Cela s'appelle l'autonomie de la population. Quand une loi est soumise à l'Assemblée, finalement, on demande si la loi est conforme à la volonté générale. Volonté générale qui doit être préférée à l'intérêt individuel. C'est la majorité qui décide, et chaque citoyen va évaluer cet intérêt général. Si le résultat ne me convient pas, c'est que je me suis trompé sur la volonté générale. Si lors d'une élection, c'est le candidat pour qui je n'ai pas voté qui passe, cela veut dire que je me suis trompé sur ce que voulaient les autres membres de la société. Sinon, ça aurait été mon candidat qui serait passé. Et si mon avis avait gagné, cela n'aurait pas garanti ma liberté au sein de l'État, puisque cela aurait été contraire à la volonté générale et à la loi. Si je ne veux pas me conforter à la majorité, je me mets en danger. Le danger est à comprendre dans un sens assez large. Ce danger peut être tout simplement l'isolement social ou l'isolement politique. Ici, nous sommes restés dans le cadre rousseauiste de la démocratie, mais l'État peut aussi être une république. République, en latin, c'est res publica, la chose publique. Cela veut dire que les gouvernements vont agir dans un intérêt général, dans l'intérêt du public. Cela ne demande pas nécessairement un processus démocratique. Et il y en a plusieurs exemples. La Chine, qui s'appelle la République populaire de Chine. Le pouvoir est aux mains d'un parti politique, actuellement le Parti communiste chinois. Mais le gouvernement est élu. Simplement, il est élu au sein du parti et par les membres du parti. Autre exemple de république, la Corée du Nord. Son nom officiel, c'est République populaire démocratique de Corée. Le pouvoir est entre les mains du Parti du travail de Corée. On pense que c'est une dictature parce que le pouvoir est aux mains d'un seul parti politique et que le parti est dirigé par un chef suprême, celui qui va décider de tout. Mais ce dernier est nommé, il n'est pas élu démocratiquement. En revanche, ceux qui le nomment sont des membres du parti qui, eux, peuvent être élus selon les règles du parti ou selon les statuts du parti. Ainsi, le citoyen, c'est le membre d'un État démocratique ou d'une république. Au sein d'une monarchie, l'individu s'appelle un sujet. Mais il existe d'autres régimes politiques que l'État démocratique, la république ou la monarchie. Platon, dans la République, au livre 8, va nous parler d'autres régimes politiques qu'il va classer. Comme nous avons commencé en examinant d'abord les caractères qui se voient dans les constitutions politiques, avant ceux qui se trouvent chez les individus, parce que cela serait plus clair, ne convient-il pas maintenant de poursuivre de cette manière en examinant d'abord la constitution politique qui recherche les honneurs? Comme je ne dispose d'un autre nom pour la désigner, je l'appellerai ou bien timocratie ou bien timarchie. Nous poursuivons en examinant l'homme qui lui correspond. Et ensuite, nous examinerons l'oligarchie et l'homme oligarchique. Puis après avoir considéré la démocratie, nous porterons notre regard sur l'homme démocratique. En quatrième lieu, nous en viendrons à la cité soumise à un tyran. Et, après l'avoir examiné, nous porterons cette fois notre regard sur l'âme tyrannique. Et nous nous efforcerons de nous donner les moyens de porter un jugement sur ces questions que nous avons mises en avant. Cette manière de développer l'examen et d'exercer le jugement serait en effet rationnelle. Eh bien donc,
Essayons d'expliquer de quelle manière la timocratie pourrait naître de l'aristocratie. N'est-ce pas en vertu d'un principe simple et net? Toute constitution politique se transforme à partir de l'élément qui détient le pouvoir de gouverner. Quand la discorde se produit au sein de cet élément, tant que cet élément maintient sa cohésion, même s'il s'agit d'un groupe restreint, il est impossible de l'ébranler. Il en va, en effet, de cette manière. Dès lors, comment notre cité sera-t-elle ébranlée? Et de quelle manière les auxiliaires et les chefs entreront-ils en conflit les uns avec les autres, et même entre eux? Veux-tu qu'à l'instar d'Homère, nous prions les muses de nous dire comment la discorde pour la première fois s'abattit, et que nous les fassions s'exprimer à la manière des tragédiens? Elles s'adresseraient à nous avec légèreté comme à des enfants, et comme si elles parlaient avec sérieux. Nous leur prêterions un langage empreint de sublimité? Comment? À peu près de la manière suivante. Il est difficile qu'une cité structurée comme la vôtre soit ébranlée. Mais puisque pour tout ce qui est né, il y a corruption, cette structure non plus ne pourra se maintenir à jamais, mais elle se dissoudra. Et voici comment se produira cette dissolution. Il existe, non seulement pour les plantes enracinées dans le sol, mais aussi pour des animaux qui vivent à la surface de la terre, des périodes de fécondité et de stérilité de leur âme et de leur corps. Chaque fois que les révolutions périodiques achèvent pour chaque espèce animale et végétale la rotation de leur cycle, traversée brève pour ceux qui ont une vie brève et longue pour ceux qui ont une vie longue. Or, pour ce qui est de la fécondité et de la stérilité de votre race, ceux que vous avez formés pour être les chefs de la cité, si compétents soient-ils, ne seront pas en mesure, même en alliant le raisonnement à l'observation, d'en discerner le cycle. Ce cycle leur échappera, et il leur arrivera d'engendrer des enfants quand il ne le faudrait pas. Nous apprenons donc que le type de régime politique dépend de la ou des personnes qui dirigent. Et Platon va faire un classement par ordre de justice. Ce dont il parle en premier est ce qu'il y a de mieux. Ainsi, l'aristocratie sera le meilleur des régimes. D'ailleurs, l'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs, des hommes qui sont vertueux, ceux qui ont des qualités morales et qui ne recherchent pas les richesses. Aristoïé, en grec, c'est le meilleur. Ce n'est pas un noble comme nous l'entendons communément. Le second type de régime, c'est la timocratie, le gouvernement des personnes d'honneur. Généralement, ce sont des soldats ou des stratèges qui ont été reconnus pour leur courage ou leur capacité de protection de la cité. En viendrait ensuite l'oligarchie, le gouvernement d'un petit nombre. Platon parlera aussi du gouvernement des plus riches. Ici, les dirigeants sont sélectionnés selon leur noblesse ou leur richesse. En vient ensuite la démocratie, le gouvernement de la masse, où les décisions appartiennent à un courant majoritaire. Et enfin, la tyrannie, le gouvernement d'un seul homme soumis à ses passions. Pour Platon, il y a un cycle naturel, c'est-à-dire que chaque régime va dégénérer naturellement selon les générations qui viendront à la suite des premiers dirigeants. C'est quelque chose d'inéluctable. L'aristocratie va s'effondrer à cause des conflits extérieurs et du manque de compréhension de la masse. Il y a un manque de reconnaissance. Cela va mettre ce régime en échec. C'est pour cela que la population donnera le pouvoir aux personnes d'honneur. Ces personnes ont la confiance de la population. Leurs intérêts ne sont pas économiques, mais parmi ces dirigeants, certains vont vouloir faire valoir leurs intérêts économiques. Il y aura alors des dissensions et des sentiments d'injustice de la part des uns et de la part des autres. C'est ainsi que viendra l'oligarchie. Pour Platon, c'est le régime le moins solide, puisque la population va finir par ressentir que les oligarques n'agissent pas dans leur intérêt. En viendra ensuite la démocratie. C'est un mauvais régime pour Platon, puisque ce régime est trop soumis aux passions. On ne sait pas ce qui motive la décision du gouvernement. Le risque, c'est l'émergence d'un individu qui va exciter ou qui va accumuler les passions dans la population. C'est ainsi que viendra le tyran. La tyrannie est un mauvais régime, puisque le tyran, soumis à ses passions, va pouvoir déconstruire les dernières lois qui seraient justes. Et après, le cycle recommence. La population renverse le tyran et choisira les meilleures personnes pour gouverner. Une nouvelle aristocratie. Cette classification des régimes est plutôt ancienne. Il en existe une plus moderne, qui n'est pas vraiment une classification, mais plutôt une grille de lecture pour pouvoir analyser les différents courants politiques. Il y a 3 types de gouvernement. Le gouvernement d'un seul,
qu'on appelle aussi l'autocratie, le gouvernement de plusieurs et le gouvernement de tous ou de la majorité. À chaque type de gouvernement, il existe une forme juste et une forme déviée. La forme juste du gouvernement d'un seul, c'est la monarchie. Il va y avoir un homme qui va décider, mais en écoutant sa cour, ses ministres ou ses conseillers. La forme déviée du gouvernement d'un seul, c'est la tyrannie. Ici, c'est le despote qui prend le pouvoir. Il se passe du peuple pour faire la loi. La forme juste du gouvernement de plusieurs, c'est l'aristocratie. Les meilleurs dirigent. La forme déviée du gouvernement de plusieurs, c'est l'oligarchie. Les plus riches décident. La forme juste du gouvernement de tous, c'est la démocratie, où il y a un principe d'universalité via un vote raisonnable du peuple. C'est le régime qui, actuellement, est pensé comme le plus juste. Et la forme déviée du gouvernement de tous, c'est l'ochlocratie, c'est-à-dire qu'ici, c'est la foule passionnelle qui va prendre des décisions et qui va agir selon ses désirs et selon ses sentiments. Donc dans tous ces types de régimes, il va y avoir plusieurs sortes de personnes ou d'habitants, c'est-à-dire plusieurs sortes de valeurs de citoyens ou d'individus. Est-ce que cette citoyenneté est attribuée par l'État ou est-ce que l'État est un attribut de la citoyenneté? Reformulons. Est-ce que c'est l'État qui forme le citoyen ou est-ce que c'est le citoyen qui forme l'État? L'État, c'est un ensemble de citoyens considérés comme un corps politique et au sein duquel se forme un gouvernement qui repose sur une constitution, une histoire, dans un lieu et dans un temps. Par exemple, la Ve République repose sur une constitution qui est issue de l'histoire de France depuis les régimes féodaux, qui a un endroit géographique, la France métropolitaine et les Outre-mer, et dans un temps, puisque les frontières ont changé au cours de l'histoire. Nous avons l'exemple récent de l'Alsace-Lorraine pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Appartenir à un État, c'est avoir des droits et des devoirs. Ce sont donc des problèmes juridiques et moraux, des questions de légalité et de légitimité. Attention, la loi n'a pas pour objet la morale. La loi ne va pas dire ce qui est bien et ce qui est mal. La loi ne dit que des obligations, c'est-à-dire ce qui est autorisé ou non. Je dois payer mes impôts et je peux aller voter. L'État a aussi des droits et des devoirs envers les citoyens. Ici, nous retrouvons les questions de souveraineté, ce que l'on appelle aussi le pouvoir régalien. C'est l'autonomie par laquelle le gouvernement peut exécuter ses tâches et ses devoirs. On reconnaît 3 grands domaines. La sécurité, avec par exemple l'armée. On perd en souveraineté si on demande de l'aide ou l'implication d'un autre pays dans notre armée. Il y a la justice, par exemple notre système légal. Notre système légal et nos tribunaux ne sont pas gérés par des organisations internationales. Si c'était le cas, nous perdrions en souveraineté. Et le 3e grand domaine, c'est l'intérêt général. Par exemple, le développement de la société. L'État ne confie pas l'éducation à un pays étranger. L'État va donc proposer un cadre concret à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il va donner une réalité à tous les individus qui vivent sur un même territoire. Mais est-ce que cela dépend d'un idéal ou est-ce que ce cadre est créateur d'un idéal? Nous en arrivons à notre grand B, citoyenneté, idéal, réalité. L'idéal est un projet de l'esprit. Et on va agir pour s'en rapprocher. L'idéal, c'est ce qui va donc motiver notre action politique. Cela peut être par exemple le bonheur. Le bonheur est au centre de nombreuses théories politiques depuis l'Antiquité. L'un des auteurs qui en aura parlé et qui l'aura utilisé, c'est Aristote, dans l'ensemble de traités des politiques. Il va faire le lien entre le bonheur, les citoyens et l'État. Le bonheur, c'est le but de l'existence humaine. Donc, par extension, cela va aussi être le but de l'État et des citoyens. Tout homme doit habiter au sein d'une cité. L'homme est un animal politique. Cela veut dire que nous sommes biologiquement des animaux, c'est-à-dire des êtres animés par une âme. Et l'homme ne peut pas vivre seul, il ne peut pas vivre en autarcie. Il a besoin de ses congénères pour pouvoir vivre et pour pouvoir atteindre le bonheur. Mais attention, habiter la cité ne suffit pas à faire le citoyen. Le citoyen doit être un homme libre, c'est-à-dire que le citoyen n'est pas une femme, n'est pas un enfant, n'est pas un esclave et n'est pas un artisan ou un producteur, puisque l'artisan ou le producteur ne va pas avoir le temps de participer à la vie politique. Le citoyen est celui qui va exercer sa vertu, c'est-à-dire que son action va être dirigée dans le sens de la communauté et en vue de son maintien
via les droits et les devoirs. L'État ne peut exister que par l'activité citoyenne et par sa participation au gouvernement. L'identité de l'État, c'est sa constitution et sa magistrature, c'est-à-dire son système de justice. Ici, la citoyenneté va se présenter comme un idéal, et de manière contemporaine, nous reconnaissons cet idéal via ce qui est inscrit dans la Constitution. Le citoyen va pouvoir vivre en liberté et avec une sécurité qu'il ne pourrait pas avoir seul. On peut aussi dire que le citoyen, c'est celui qui est moyen. Il participe à la vie politique. Mais il n'existe pas par son argent, il n'a pas de grand pouvoir quand il est tout seul, et il n'est pas marginal, c'est-à-dire qu'il ne vit pas hors de la société. Et c'est pour cela que le citoyen ne peut exister qu'en démocratie. Cela plaide pour une redistribution des richesses également, pour que tous aient un minimum vital pour vivre au sein de la société. Tout cela pour pas que toutes les richesses ne se retrouvent entre les mains d'un seul. Sinon, il y aurait un risque de tyrannie. Donc tout cela est un gage de maintien de la paix et tout cela est acté dans une constitution. La constitution peut être conforme à certains autres textes, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette dernière a été motivée par deux choses, par la révolution industrielle et par la lutte contre le totalitarisme. C'est-à-dire qu'elle va résoudre des problèmes d'égalité, des problèmes de redistribution des richesses, des problèmes de liberté et des problèmes de dignité humaine. Le texte se présente comme un idéal commun pour tout peuple et toute nation, donc par extension, pour tout citoyen et pour tout État. Les individus sont les organes de la société, un peu comme ma main qui fait partie de mon corps. Et cela voudrait donc dire que la société existe avant les individus, puisque mon corps peut vivre sans ma main, mais ma main ne peut pas vivre sans mon corps. Ainsi, selon la DUDH, il faut privilégier l'éducation. L'éducation, c'est ce qui garantit l'accès aux droits et aux libertés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si je ne connais pas mes droits et que je ne sais pas ce qu'est la liberté, je ne peux pas en profiter. Et par principe, il en faut une reconnaissance et une application universelle. Cela a deux sens. Le premier, c'est que tout individu a des droits et il faut les appliquer. Le deuxième, qu'un peuple entier doit être soumis aux mêmes lois et sans exception. La citoyenneté ici a donc un rôle moral et politique. Ce n'est plus qu'un rôle légal. Il y a un système d'institutions qui va garantir une stabilité politique et économique. Il y aura des lieux et des rôles définis. Je ne vends pas ma marchandise quand je fais cours de philosophie. L'enjeu, c'est la stabilité de la communauté. En effet, la crise économique de 29 aura mis en place les conditions nécessaires à l'avènement d'Hitler et donc à la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, il y a des indicateurs, comme l'indicateur du développement humain. Le problème, c'est que le citoyen n'est pas qu'en vue de la communauté. Le citoyen est un individu à part entière. Il pourrait avoir des intérêts individuels qui ne sont pas forcément ceux de la communauté. C'est ici qu'il y a un risque de conflit. Nous en arrivons à notre grand C, citoyenneté, valeurs et intérêts. Le citoyen est sociable. Cela signifie qu'il a des interactions permanentes. Il a toujours des échanges. Et c'est ici qu'on pressent le besoin de justice pour penser l'intérêt de chacun. Les citoyens dépendent les uns des autres, mais dépendent aussi de l'État. Les citoyens composent l'État, mais c'est l'État qui va créer le statut de citoyen. On voit ici que les questions ne sont pas que des questions d'intérêt. Par exemple, pour Rousseau, c'est le désir qui va venir problématiser l'existence sociale. Si on peut problématiser l'existence sociale, cela veut dire qu'il y a différents éléments qui sont en tension. Il y a bien évidemment le rapport de l'homme à l'autorité, puisqu'il faut bien que dans un groupe, il y ait un pouvoir de décision. Il y a le rapport de l'homme à la nature, puisque l'homme va vouloir lutter contre des forces naturelles et pour une gestion des ressources. Et il y a également un problème avec la convention, qui va supposer la liberté et la volonté des différents individus. Tout cela va se retrouver dans la volonté générale et cela va donc dans l'intérêt de la communauté. Ici, l'intérêt de chacun va se transformer pour l'intérêt de la communauté. L'homme prend conscience qu'il ne peut pas vivre seul. C'est l'État qui va pouvoir assurer sa sécurité contre les catastrophes naturelles et contre les ennemis extérieurs. Ainsi, c'est bien le désir qui va problématiser tout ça, puisque l'homme, pour se protéger dans son intérêt, va penser à l'intérêt commun et donc va désirer la présence des autres hommes. Rousseau va penser que l'homme est compassionnel. Il a un rapport de dépendance au groupe.
comme le citoyen se pense par rapport au groupe, eh bien, l'intérêt individuel se transforme en intérêt pour l'État. Il y a donc un problème avec certaines notions que nous entendons de plus en plus, comme la notion de citoyen du monde. La notion de citoyen du monde a été popularisée dans les années 2010 avec l'affaire Gérard Depardieu, qui, dans le journal du dimanche du 16 décembre 2012, va interpeller le Premier ministre français de l'époque, Jean-Marc Ayrault. « Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi. Nous n'avons plus la même patrie. Je suis un vrai Européen, un citoyen du monde, comme mon père me l'a toujours inculqué. » Ainsi, le citoyen du monde serait celui qui ne dépendrait pas d'un seul État, ou qui n'a pas d'intérêt pour un seul État. Mais dans ce cas-là, est-ce que l'intérêt, il est pour tous les États? Ou alors, est-ce que son intérêt serait pour l'humanité? Mais est-ce que citoyen du monde a un sens si cet intérêt est envers l'humanité? Puisque citoyen, c'est, par définition, habiter une cité. L'humanité, c'est un concept abstrait. On ne peut pas être citoyen du monde si on développe un intérêt pour l'humanité ou que l'on a un rapport de dépendance aux autres hommes sans penser à un aspect de communauté. Il n'y a rien de concret dans l'idée d'humanité et il n'y a rien de concret dans l'idée de citoyen du monde, puisqu'on ne se revendique d'aucun État. Le citoyen est celui qui œuvre pour un État et pour les siens, c'est-à-dire ses proches et ses intérêts. Et dans ce cas-là, est-ce que le citoyen peut être égoïste? Ce serait alors le reflet des conflits d'intérêts. Et cela pose la question de la nature de la relation du citoyen à la communauté. Nous en arrivons à notre grand 2, la citoyenneté et le citoyen. Grand A, citoyenneté, communauté, citoyen. Que peut-on dire du citoyen, mis à part que c'est l'habitant d'une cité? On peut dire que la société est son mode de vie. Et selon Aristote, l'homme qui vit seul serait soit un animal, soit un dieu. Mais son exemple est limité, puisque même les dieux de l'Olympe vivent en communauté avec un chef. Zeus. L'homme serait donc capable de pressentir le besoin de société, et il en est capable parce qu'il a le logos, il a la raison. Selon Platon, ce logos a été donné à l'homme par les dieux. C'est ce qui ressort du mythe de Prométhée et d'Épiméthée dans le Protagoras. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre, d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage, et, en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qu'il logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver, et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Il imagina pour cela de les revêtir des poils épais et des peaux serrées, suffisantes pour les garantir du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur, et destinées enfin à servir, pour le temps du sommeil, de couverture naturelle propre à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures soit des sabots de cornes, soit des peaux calleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés suivant les espèces. Aux uns l'herbe du sol, aux autres les fruits des arbres, aux autres les racines. À quelques-uns même, il donna d'autres animaux à manger, mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes, pour assurer le salut de la race. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vint pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l'emmener au sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée,
Ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu, car, sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile, et il en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie, mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite et où veillent d'ailleurs des gardes redoutables. Il se glisse donc furtivement dans l'atelier commun où Athéna et Héphaïstos cultivaient leur amour des arts, il y dérobe au dieu son art de manier le feu et à la déesse l'art qui lui est propre, et il en fait présent à l'homme. Et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Quand l'homme fut en possession de son lot divin, d'abord à cause de son affinité avec les dieux, il crut à leur existence, privilège qu'il a seul de tous les animaux, et il se mit à leur dresser des autels et des statues. Ensuite, il eut bientôt fait, grâce à la science qu'il avait, d'articuler sa voix et de former les noms des choses, d'inventer les maisons, les habits, les chaussures, les lits, et de tirer les aliments du sol. Avec ces ressources, les hommes, à l'origine, vivaient isolés, et les villes n'existaient pas. Aussi périssaient-ils sous les coups des bêtes fauves. Toujours plus fortes qu'eux, les arts mécaniques suffisaient à les faire vivre. Mais ils étaient d'un secours insuffisant dans la guerre contre les bêtes, car ils ne possédaient pas encore la science politique, dont l'art militaire fait partie. En conséquence, ils cherchaient à se rassembler et à se mettre en sûreté en fondant les villes. Mais quand ils étaient rassemblés, ils se faisaient du mal, les uns aux autres, parce que la science politique leur manquait, en sorte qu'ils se séparaient de nouveau et périssaient. Alors Zeus, craignant que notre race fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice, pour servir de règle aux cités et unir les hommes par les liens de l'amitié. Hermès alors demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes la justice et la pudeur. « Dois-je les partager comme on a partagé les arts ?» Or, les arts ont été partagés de manière qu'un seul homme, expert en l'art médical, suffit pour un grand nombre de profanes, et les artisans d'eux-mêmes. Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes, ou les partager entre tous ? Entre tous, répondit Zeus. Que tous s'y aient part, car les villes ne sauraient exister si ces vertus étaient, comme les arts, le partage exclusif de quelques-uns. Établis en outre, en mon nom, cette loi, que tout homme incapable de pudeur et de justice sera exterminé comme un fléau de la société. Ainsi, la vie en société est un mode de vie régi par des besoins naturels et des normes politiques. Il y aurait 3 qualificatifs pour le citoyen. On peut dire du citoyen qu'il est nationaliste, patriote ou autochtone. Le nationalisme, c'est le mouvement politique d'union de la communauté. C'est l'attrait pour une culture ou une valeur commune. Il y a l'idée que l'État est au-dessus des individus. Le patriotisme, c'est faire preuve de dévouement à son pays ou en prônant ses valeurs. Attention, ce n'est pas lié à de l'extrémisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la récupération de certains politiques ou de certains partis politiques. Le patriotisme, ça peut être chanter un hymne. Dans cette idée, n'est pas citoyen celui qui ne fait pas preuve de dévouement envers son pays. Enfin, le citoyen peut être autochtone. C'est celui qui occupe originellement un territoire. C'est une communauté qui est en réalité déjà établie. Mais ici, le problème serait de savoir comment penser les expatriés. Et il y a là de possibles conflits. Nous l'avons vu avec les colonies anglaises contre les Amérindiens. Ces 3 formes ne s'excluent pas. Cela ne peut être qu'une question de degré. Et il peut aussi y avoir des groupes d'ensemble. Tout patriote est citoyen, mais tout citoyen n'est pas patriote. Ainsi, le citoyen va se définir par le rôle qu'il acquiert au sein de l'État, par ce qu'il fait ou non, et par ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Nous en arrivons à notre grand B, le rôle du citoyen. Le citoyen est un individu indépendant qui appartient à une communauté politique. Il est défini dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Pour assurer tout cela, tout citoyen doit être égal à un autre citoyen au sein d'un État, comme le dit l'article 6. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Ainsi,
Le citoyen doit préserver sa liberté, qui est instaurée comme un idéal, tout comme l'égalité. Si l'égalité n'est pas atteinte, il y a un objet de lutte légitime contre un oppresseur, que ce soit contre l'État ou non. Ce sont des principes qui ont pour but de pacifier la relation des citoyens et de l'État. La DDHC est une réponse à la révolution de 1789. Il fallait calmer la situation et il fallait faire des sujets des citoyens avec des droits à préserver. Ces droits sont présentés comme des droits naturels. Tout homme serait libre par essence. Nous pouvons refaire référence à Rousseau. Si l'homme ne naît pas libre, il n'est pas homme. Ainsi, l'homme peut être propriétaire, c'est-à-dire qu'il peut occuper et exploiter un terrain. L'homme peut vivre sans être inquiété pour sa vie, et l'homme peut résister à toute oppression. L'oppression, c'est ce qui réduit la liberté d'un individu au sein d'une communauté politique. Par exemple, une oppression serait l'interdiction de manifester, puisque la manifestation est un moyen d'expression démocratique. Il y a un système institutionnel qui va contraindre le citoyen. Attention, le citoyen est libre, mais dans un cadre défini par la loi. Les droits civils sont attachés aux droits privés. On a le droit d'être libre, le droit de propriété et le droit d'être en sécurité. On peut faire ou non certaines choses. On peut acheter une maison, mais on ne peut pas tuer quelqu'un. Mais on peut avoir des opinions. Mais on n'a pas le droit de faire de discrimination. Si le rôle du citoyen c'est de faire perdurer la communauté politique, il y a un besoin d'éducation. Ainsi, la citoyenneté n'est pas qu'une situation. Il y a une perfectibilité des individus, d'où le besoin d'éducation. On peut obtenir une nationalité. La nationalité permet d'acquérir la situation de citoyen. Mais avoir des papiers ne signifie pas que l'on exerce la citoyenneté. Ça s'apprend. Nous en arrivons à notre grand C. Qu'est-ce qu'un citoyen? Pour ce point, je vais me référer à Hegel dans les principes de la philosophie du droit. Il y explique que le citoyen se définit par rapport au droit et par rapport à la communauté politique. La communauté politique, c'est l'image de la moralité objective, la manifestation effective d'un système de valeurs. Ainsi, c'est le droit qui va réaliser la liberté. Le droit peut être objectif ou abstrait. Le droit objectif, c'est le droit concret, c'est celui qui a des effets. Par exemple, la propriété, c'est le droit de l'esprit sur les choses. J'ai mon ordinateur, je le maîtrise et je l'utilise. Le droit abstrait, c'est la théorie de ce que l'on peut faire ou non. Par exemple, le contrat social de Rousseau. Le citoyen est l'instrument de la communauté politique qui va fonder le droit objectif. Le citoyen incarne la moralité objective. Cela veut dire qu'il peut faire ou non des choses selon ce qui est bien ou mal et selon ce qui est autorisé ou non pour Hegel. La moralité objective est un processus qui se passe en 3 étapes. Tous les processus et toutes les progressions dans le système philosophique de Hegel se font toujours en 3 moments. Il y a un moment originel, ou un moment naturel. Ensuite, il y a le moment du dépassement, ou négation du premier moment. Et enfin, il y a un 3e moment, qui s'appelle la synthèse, qui va résoudre le conflit des 2 premiers moments. Cela s'appelle la négation de la négation. Attention, il y a une complémentarité et il n'y a pas d'exclusion. Chaque moment comprend le moment précédent et il en garde des traces. C'est le cheminement nécessaire de l'esprit. Ainsi, le premier moment de la moralité objective, c'est l'individu, la famille et le patrimoine. Ce sont des éléments privés qui dépendent des conceptions des différents individus. C'est plus ou moins une morale subjective et idéale. Le patrimoine est intellectuel et matériel, c'est-à-dire qu'il se compose de l'intelligence, de la compétence, du travail, etc. des individus. Et le patrimoine matériel, ce sont tous les biens, par exemple la maison. Le citoyen a des droits sur lui-même et sur sa famille, comme le choix d'une éducation, par exemple. Le deuxième moment de la moralité objective, c'est la négation de l'individu. Cela va donc être la société civile. C'est l'union des hommes par le besoin dans un système économique et avec des rapports d'interdépendance. Problème, il peut y avoir des intérêts divergents, par exemple, une lutte des classes, mais il doit y avoir une coopération. Et cette coopération, pour Hegel, se passe par le travail. En travaillant pour la société, l'individu travaille pour lui-même. Il y a une conciliation de l'intérêt privé et de l'intérêt général. On ne fait pas ce que l'on veut en société, mais ce n'est pas encore un système juridique au sens propre. Les hommes s'unissent d'eux-mêmes pour pallier les besoins. C'est d'ailleurs le sens étymologique de la société, comme nous l'avons vu auparavant. Le 3e moment de la moralité objective,
c'est l'État. L'État, c'est l'esprit objectif. Il incarne l'idée de morale. Et il ne peut exister que par la Constitution. La Constitution, c'est la règle vivante dans les consciences. Ce n'est pas qu'un simple texte juridique. Le citoyen peut mettre de côté sa morale subjective pour vivre en société et participer à la Constitution. Mais ici, il faut faire attention. Hegel va construire l'État d'après un modèle monarchique. L'État, c'est le pouvoir de décision qui doit être à l'image du pouvoir de décision que pourrait avoir un roi. Il y a une redéfinition de la souveraineté. Le pouvoir de décision devient un équilibre entre le monarque, le gouvernement et le peuple. Chacun va venir réguler l'autre. Le gouvernement conseille le roi et dirige le peuple, et le peuple s'exprime en faveur ou non du gouvernement. Il faut que le citoyen soit conscient de ses limites, de ses droits et de ses devoirs. L'enjeu, c'est l'éducation et l'esprit critique. Nous en arrivons donc à notre grand 3 de la citoyenneté comme démarche critique. Grand A, citoyenneté et civisme. La citoyenneté, c'est la qualité du citoyen. Le civisme, c'est l'activité du citoyen, c'est-à-dire que c'est le respect des règles et des normes. Et c'est l'ensemble des droits et des devoirs. Mais ces droits et ces devoirs sont-ils objets de l'esprit critique? Nous retrouvons des enjeux juridiques et moraux. Les enjeux juridiques se composent de ce qui est autorisé ou non, et les enjeux moraux se rapportent au bien et au mal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un bon citoyen? Il y aurait 4 indicateurs du bon citoyen. Le premier, la loyauté envers l'État, c'est-à-dire obéir aux lois et occuper un territoire national. Le deuxième serait la participation à la vie politique. Le citoyen a le droit de vote, et pour être citoyen, il faut que celui-ci s'informe. Les médias sont un outil politique, mais par contre, en cas de conflit, il faut faire attention à ce que ces médias ne deviennent pas un lieu de propagande. Le troisième indicateur du bon citoyen, c'est le faire société. Les citoyens sont solidaires entre eux. Le quatrième indicateur, c'est la défense de l'environnement. Les citoyens vont soutenir un développement durable. L'idée de développement durable, c'est faire perdurer un territoire pour que ce dernier puisse être exploité par des générations futures. Ce sont des valeurs. Ces indicateurs sont des valeurs. Valere en latin, être fort. La citoyenneté serait donc une force au sein d'un État. Mais cette force est-elle celle de l'État ou celle des individus? Si cette force est celle de l'État, la citoyenneté ne serait pas critique, puisqu'une critique ne peut être adressée qu'à ce qui fait autorité. Nous en arrivons à notre grand B de la difficulté d'une citoyenneté critique. Il y a comme un devoir critique du citoyen à l'égard de l'État. Ce devoir critique est encouragé par la diversité des individus et par la liberté d'expression et d'opinion. Le pouvoir doit se confronter à cette citoyenneté. Et attention, l'inverse est aussi vrai. Le pouvoir n'a pas à répondre à toute revendication ou à accorder plus de liberté aux citoyens. L'État va assurer la médiation entre la société civile et la raison. La société civile, ce sont les revendications, et la raison, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui est réfléchi, ou c'est ce qui doit être fait. C'est pour toutes ces raisons qu'il y a des discussions et des débats. Les discussions sont une forme de légitimation du pouvoir. Elles servent à informer et à soumettre à la sanction du peuple certaines décisions. C'est la démocratie. La citoyenneté, ce n'est pas qu'une cohabitation, c'est une réelle collaboration. Article 21.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Penser le citoyen avec une citoyenneté critique, c'est d'abord penser que les citoyens sont des hommes. Ce que la DUDH n'a pas pensé comme risque, c'est un régime qui nierait l'homme au profit d'une certaine efficacité. La DUDH n'a pas fait la critique de la technocratie. Technocratie est un néologisme, c'est un concept fondé sur un mot qui n'existe pas. Ce serait le pouvoir de ceux qui ont la technique. Attention, techné n'est pas que l'application, c'est aussi le savoir. Ceux qui sont au pouvoir seraient ceux qui ont fait leurs preuves, ou ceux qui seraient compétents. Chaque domaine serait à la charge d'un expert. Un médecin s'occuperait de la santé, un banquier de l'économie, etc. Cela peut paraître logique, mais c'est aussi problématique. Dans un régime technocratique, le chef ne serait pas choisi.
Il s'imposerait de lui-même selon ses compétences. Ce n'est donc pas un régime démocratique. Aussi, la politique est une pensée vivante par définition. La politique suit une idéologie. La politique, c'est une vision de l'homme, de son existence au sein d'une communauté. Sinon, on ne serait dirigé que par des chiffres, des algorithmes ou des robots. C'est-à-dire qu'il n'y aurait ni morale, ni justice, que de l'efficacité. La question du but ne serait même pas à poser, il n'y a pas d'objectif. Par exemple, si la pollution est un problème, l'une des solutions serait de ne plus utiliser Internet, puisque Internet est responsable de 4% des émissions mondiales de CO2. C'est 2 fois plus que les transports aériens. Mais si on le fait, on est moins libre. Il y a moins de communication, il y a moins de loisirs, il y a moins de consommation, et donc il y aurait l'effondrement de l'économie avec une récession. L'horreur dans un système capitaliste. Les problèmes seraient plus ou moins ingérables au niveau humain, et il y aurait des risques de dérive, dont l'autoritarisme, avec un absolu besoin de résultats, par exemple le Troisième Reich. Les citoyens ne sont pas que des individus. Ce n'est pas un agrégat, mais c'est une communauté. Il y a un intérêt général qui permet la construction d'une perspective critique. Être citoyen, c'est avoir des droits dans la cité. C'est se poser la question de la légitimité des actes. Et ça s'apprend. Les citoyens sont privilégiés avec ces droits. Les étrangers n'ont pas les droits dans un État. Les sujets sont soumis à un monarque ou à un seigneur. L'État fait tout pour privilégier ses citoyens. L'État est une autorité qui forme des individus limités par des cadres juridiques, des lois, etc. Mais ils y consentent. Ils y consentent tous selon le contrat social. Il y a la création d'un droit positif, un droit inscrit dans la loi. Être critique, c'est être autonome dans sa manière de penser. Réfléchir par soi-même, cela s'acquiert par l'éducation. Nous en arrivons donc à notre grand C, l'éducation à la citoyenneté. Le citoyen ne s'éduque pas lui-même. Nous retrouvons une conception antique de l'éducation. Aristote, dans le traité des politiques, pensera que l'éducation est à la charge de l'État. L'éducation, c'est rendre apte à mener une vie de loisir, scolaire en grec, qui a donné le terme scolaire, qui est un temps mis à part pour que nous puissions apprendre. Cette vie de loisir s'oppose à la vie laborieuse. Dans la Grèce antique, les citoyens ne travaillaient pas. Ils avaient le temps pour des activités coupées des nécessités biologiques. Voilà à quoi servait l'éducation. Cela semble peu pertinent, mais il y a toujours un besoin d'éducation. Et selon la DUDH, son objectif serait de faire le citoyen. Article 26.2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes sociaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. L'éducation, c'est apprendre à vivre en communauté au sein d'un État dans le respect des libertés, des droits et des devoirs de chacun. Pour conclure, nous pouvons dire que la citoyenneté, c'est accomplir ses devoirs envers ses concitoyens et l'État. L'État permet de jouir des droits et libertés dans le respect des limites d'autrui et des libertés d'autrui. L'État satisfait des exigences morales, l'ordre public et le bien-être général de la société. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.